Alors, pour y voir plus clair dans cette situation épineuse et surprenante pour plus d'un, nous sommes rejoints aujourd'hui sur notre plateau par Wu Zetian, ancien diplomate chinois. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Et par Dorian Malovic en direct depuis Paris. Il est chef du service Asie au quotidien La Croix. Merci Dorian d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons tout de suite de la lettre que le président américain Donald Trump a écrite au leader nord-coréen. Dans cette lettre, sa décision d'annuler le sommet a été présentée comme une réponse à l'hostilité nord-coréenne récente. Alors, en effet, dans un communiqué récent de la RPDC, le pays s'attaque personnellement au vice-président américain Mike Pence et réitère la menace d'une catastrophe, je cite, que les États-Unis ne sont même pas en mesure d'imaginer. Donc, un vocabulaire assez violent, effectivement. Dorian Malovic, qu'est-ce qui a suscité ce changement de ton de la RPDC après cette période d'apaisement? Écoutez, très franchement, bon. En parlant de cette lettre de Donald Trump, je dirais que c'est une lettre sucrée, salée, pimentée, où on trouve à la fois des remerciements, des sourires, des menaces et une grosse menace nucléaire. Et en même temps, la porte reste entrouverte. Donc voilà, ça c'est de ce côté-là. Du côté de la République démocratique populaire de Corée du Nord, évidemment, ils n'ont pas très apprécié que le vice-président américain fasse une comparaison éhontée avec la Libye, dont on connaît le destin tragique en 2013 après avoir laissé tomber son arsenal en 2003. Donc effectivement, chaque côté, la Corée du Nord a réagi tout simplement en disant qu'on ne pouvait pas accepter encore une fois de telles comparaisons. Et elle a, la vice-ministre des Affaires étrangères, a évidemment nommé Mike Pence, le vice-président, sans jamais nommer d'ailleurs Donald Trump. Et effectivement, je pense que c'est un prétexte évidemment de Donald Trump. La veille au soir, ses conseillers lui ont dit non, tu ne peux pas accepter ça. Moi, je caricature un peu. Insulter le vice-président, ça n'est pas possible. Et c'est un prétexte idéal pour justifier que Donald Trump ne se rende pas et annule carrément le sommet du 12 juin à Singapour. D'accord, merci pour ça. Et alors vous, Zetian, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la référence au modèle libyen comme celle d'une dénucléarisation réussie? C'est totalement, à mon avis, irresponsable d'évoquer le modèle libyen. Alors, je crois que pour le monde entier, le modèle libyen évoque une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Libye? Le peuple libyen souffre. Voilà, c'est le chaos depuis des années. J'aimerais bien rappeler une chose tragique. Un an après la chute du régime libyen, le nouvel ambassadeur américain nommé en Libye a été tué. En tant qu'un ancien diplomate, c'est douloureux. Bon, vous voyez, cela montre à quel point la situation était chaotique. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve toujours pas la stabilité dans ce pays. Donc, évoquer en cette circonstance le modèle libyen, c'est vraiment irresponsable. Oui, mais alors justement, alors évoquer, en plus c'est le vice-président, c'est le secrétaire d'État à la défense qui est, pas à la défense, à la sécurité, qui James Bolton, je veux dire, qui parle du modèle libyen. Pourtant, c'est des autorités très haut placées aux États-Unis. Comment expliquer une telle maladresse? Est-ce qu'au final, il y avait une volonté finalement d'avorter ce sommet? Dorian Malovic. Alors très franchement, vous avez un faucon très dur, Bolton, que l'on connaît déjà depuis des années, dont on connaît l'extrémisme, et qui est derrière et qui ne peut supporter qu'un accord puisse être fixé avec la Corée du Nord, car il ne fait pas confiance à la Corée du Nord. Et lui, ce qu'il perçoit, c'est qu'il défend l'idée d'un changement de régime, exactement comme en Libye, effectivement. Et alors que finalement, la Corée du Nord, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé depuis plusieurs mois, elle est allée aux Jeux Olympiques, elle est allée au sommet intercoréen au sud, elle a libéré 3 prisonniers, elle a arrêté ses tirs de missiles et ses tests nucléaires, et le jour même où elle démantèle son site d'essai nucléaire souterrain,
Donald Trump se dérobe à ses responsabilités, recule devant l'obstacle et veut repartir sur de nouvelles bases, alors que la Corée du Nord, elle, fort du soutien chinois, russe et finalement sud-coréen, se retrouve aujourd'hui en position de force, puisque tout le monde pourra voir qu'elle a fait ce qu'on lui a demandé, et la décrédibilisation des États-Unis ne fait que se renforcer dans cette partie du monde. Oui, alors Woo Jae-tian, justement, parlons du démantèlement du site nucléaire pas plus tard qu'hier. Donc diplomatiquement parlant, il s'agit d'un geste symbolique très fort. On ne leur avait pas demandé de faire ça et ils l'ont fait d'eux-mêmes. Oui, c'est une initiative qu'ils ont prise eux-mêmes. D'ailleurs, tout ce processus de détente, voilà, a été une initiative prise dès le début de cette année par les autorités nord-coréennes. Oui. Voilà, vous vous rappelez, donc, dans un message de Nouvel An, de vœux de Nouvel An, voilà, déjà le dirigeant nord-coréen a manifesté voilà, son intention de contribuer à la détente de la situation de la péninsule. Et ensuite, il y a toute une action qui a été suivie et citée par notre collègue à Paris. Bon, donc les Nord-Coréens ont vraiment l'intention de faire changer la situation. De bonne foi. De bonne foi, parce que voilà, ils ont d'ailleurs répété lors des 2 visites du leader nord-coréen en Chine, ils ont répété, ils ont souligné que la dénucléarisation, c'est leur position constante. Voilà, ils ont même précisé que depuis les 2 leaders précédents, c'était une ligne politique bien définie. Donc ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un changement brusque comme ça. Bon, c'est une prise de décision sérieuse. Voilà. D'ailleurs, c'est officiel parce que c'était au moment du congrès du parti au pouvoir qu'ils ont officiellement annoncé l'arrêt des essais nucléaires et l'arrêt des essais balistiques. Voilà. Mais est-ce qu'ils envisagent cette dénucléarisation avec la même ampleur que les États-Unis? Parce que du côté américain, ils ont l'air de penser, de demander en tout cas une dénucléarisation totale. Est-ce que du côté nord-coréen, on a cette même ampleur ou est-ce qu'il y a une réserve ou une marge de négociation qui voulait être discutée justement à ce sommet? Alors, quand on parle de la dénucléarisation, il n'y a pas différentes formes. Ce sera la dénucléarisation totale. Je crois que pour les Nord-Coréens, c'est aussi cet objectif qu'ils poursuivent. Mais pour les Nord-Coréens, ils ont bien précisé que ce sera fait simultanément avec les prises de position, les prises de mesures concrètes des 2 côtés, simultanément, et par étapes. Alors, apparemment pour les États-Unis, ils veulent que les Nord-Coréens fassent la concession totale avant que les États-Unis fassent la compensation. Bon, ce n'est pas raisonnable. À mon avis, ce n'est pas raisonnable puisque la position chinoise, qui est très sage, préconise depuis toujours que, d'abord, toute suspension des essais nucléaires et des essais balistiques, et en même temps, suspension des manœuvres militaires pour préparer le terrain. Ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est que d'un côté, les Nord-Coréens ont arrêté les essais, mais de l'autre, et ce mois-ci, les Américains et les Sud-Coréens ont encore organisé les manœuvres militaires conjointes. Ça a provoqué bien sûr une réaction des Nord-Coréens, mais à mon avis, ce sont des actions irresponsables. Parce que quand vous avez une telle opportunité à saisir, ben, il ne faut pas saboter. Ben, il faut voilà, aller à l'encontre de la volonté de l'autre partie. Et puis, il y a des propos, voilà, qu'on a cités tout à l'heure, des propos voilà, provocants, des provocateurs. C'est malheureux, bon, ben, c'est regrettable. Et alors, Dorian Malevich, vous avez parlé d'une lettre sucrée, salée, pimentée. Est-ce qu'on peut parler du côté sucré de cette lettre? Tout le monde parle d'un ton ouvert, mais on retrouve quand même la rhétorique de Trump qu'on lui connaît bien, hein, où il explique que son arsenal nucléaire est si puissant qu'il prie Dieu pour ne pas avoir à l'utiliser. Donc c'est quand même... ça, c'est le côté pimenté, mais alors, est-ce que la porte est vraiment ouverte? Oui.
Ben oui, parce que, alors en même temps, il dit oui, nous avons quand même passé des bons moments à essayer de discuter. Et puis après, je vous remercie pour les prisonniers libérés. Et puis je vous dis quand même, attention, moi j'ai le plus gros bouton nucléaire. Donc on est un peu là dans la rhétorique trumpienne. Il ne peut pas s'empêcher de dire ça, mais ça ne vient pas, si vous voulez, ça ne vient pas arranger les choses. Comme je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la Corée du Nord s'engager dans un processus de dénucléarisation s'ils n'ont pas une garantie de sécurité totale de la part des Américains, des Sud-Coréens et évidemment aussi des Japonais, parce que vous avez quand même cette alliance à côté de la Corée du Nord. Et donc je pense que les Américains se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir aboutir et obtenir un accord des Nord-Coréens très facilement. Mais là, on voit bien qu'il ne s'agit que de la pensée de Trump. On verra que peut-être dans quelques jours, on va avoir, finalement, ils vont se rabibocher, ils vont se rapprocher. La réaction nord-coréenne est très habile, elle est très maîtrisée, ils gardent leur sang-froid, comme l'année dernière d'ailleurs pendant les tensions, et finalement, on va recadrer, réinitialiser, je dirais, le processus. Il va falloir effectivement, comme le disait monsieur l'ambassadeur, qu'on se mette un petit peu d'accord sur la nature et la méthode de dénucléarisation. À partir de là, on va pouvoir ouvrir une nouvelle étape. On a eu 6 mois de trêve, pratiquement. Personne ne veut manquer, c'est-à-dire Kim Jong-un et Trump veulent quand même un sommet. On sent bien que pour les deux c'est important et il va falloir que ça débouche, mais ça va être un peu décalé. En attendant, la pression maximale dont parle Trump va être difficile à appliquer parce que lui il n'a pas rempli son contrat alors que les Nord-Coréens ont rempli le leur et que les alliés chinois par exemple, qui sont quand même avec la Corée du Nord, très clair évidemment, comme vous l'avez dit, il a été à Pékin, il est allé à Dalian, c'est quand même vraiment des choses importantes et la Chine va dire écoutez là la Corée du Nord a fait ce qu'on lui a demandé. Mais alors là, justement, on parle un peu de la région des tensions régionales. Trump, non pas dans sa lettre qu'il a adressée au leader nord-coréen, mais dans une adresse à la presse par la suite, a expliqué qu'il avait le soutien total, qu'il avait déjà discuté d'une intervention militaire contre la RPDC avec la Corée du Sud et le Japon. Il est allé assez loin, il a même dit qu'en fait, la Corée du Sud et le Japon étaient prêts à partager les coûts d'une telle intervention. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Corée du Nord est toute seule? Est-ce que la RPDC est isolée? De toute façon, la menace militaire... Non, alors, oui, allez-y, c'est un autre collègue. Allez-y. C'est la question posée pour... Non, pardon, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, franchement, c'est l'alliance historique entre les Américains, la Corée du Sud et le Japon. Ce qui est gênant, c'est que les Américains parlent encore une fois à la place des Sud-Coréens et des Japonais. On voit bien que même pour l'annulation du sommet, Trump n'a même pas prévenu Moon Jae-in au Sud. Donc, si vous voulez, il peut toujours dire ils sont prêts. De toute façon, ça fait partie de l'alliance. Mais la Corée du Nord n'est pas isolée. Et là, je laisse la parole à monsieur l'ambassadeur. Bon, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Delacroix. De toute façon, parler d'une intervention militaire, c'est totalement irresponsable. On ne peut pas imaginer une guerre. On ne peut pas imaginer une guerre dans la péninsule. Ce serait catastrophique pour les deux peuples, du Nord et du Sud. Oui. La Chine ne permettrait pas. Et la communauté internationale ne permettrait pas. Voilà. Bon. Donc, voilà. Il ne faut pas tenir ce genre de propos, à mon avis, gratuit. Voilà. C'est pas une solution sérieuse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. On ne peut pas mener une guerre. Voilà. Et donc, il faut... Oui, et justement, à ce sujet, donc... parce que là, c'est des propositions qui sont un peu plus liées à la rhétorique de Donald Trump, vraiment qu'à un vrai plan politique à ce niveau-là. Est-ce que, à votre avis, après le retrait de l'accord des États-Unis de l'accord iranien et maintenant cette annulation de dernière minute et puis cette espèce d'hésitation constante au final, cette instabilité au final de la politique américaine, que reste-t-il de la crédibilité américaine aujourd'hui en tant que médiateur de la dénucléarisation du monde? C'est la question toujours posée à notre collègue. Non, très bien. Alors, justement, le mot crédibilité est le mot qu'il faut évoquer. Mais est-ce qu'on a encore suffisamment de confiance en action diplomatique des Américains qui ne changent pas? Voilà, tout le temps comme ça. Voilà. Et surtout, pour une telle opportunité à ne pas manquer. Voilà. Avant-hier, notre ministre, M. Wang Yi, qui était
à Washington pour rencontrer son homologue américain, M. Wang avait bien dit, si les États-Unis veulent régler le problème, c'est l'occasion à saisir. Si les États-Unis veulent saisir la paix, c'est l'occasion à saisir. Si les États-Unis veulent créer l'histoire, c'est l'occasion à saisir. Donc c'est une occasion précieuse. Ben, il ne faut pas jouer des jeux comme ça, à la légère, à mon avis. Bon, ben, il faut vraiment tenir compte de l'importance de cette opportunité, et la bien saisir. En tout cas, pour l'instant, les deux parties, ni l'une ni l'autre, n'ont pas totalement fermé la porte. Mais j'espère bien que, ils reviendront. Ils reviendront. Et Dorian Malevich, même question pour vous, je vous laisse, ce sera le mot de la fin. D'accord. Écoutez, en termes de crédibilité, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a vu que quand même, on avait beaucoup de doutes sur la capacité du président américain à prendre en main, à s'emparer des gros dossiers de la planète. Et on voit sur Jérusalem, sur l'Iran et maintenant sur la Corée du Nord où il y avait un petit espoir quand même sur la Corée du Nord. On se dit, le sommet du 12 juin à Singapour, voilà peut-être quelque chose qui va se déclencher pour une pacification, pour calmer, pour apaiser. On voit bien que la position chinoise depuis des mois et des mois sur le sujet est d'apaiser. On gèle et on discute. Et en revanche, du côté américain, ça a été la tension permanente. On a eu une brève parenthèse ces dernières semaines, mais on voit que ça revient sous la poussée quand même du camp très conservateur qui est lié à l'électorat de Donald Trump. Et il pense à son électorat parce que vous avez quand même des élections de midterm du Parlement américain au mois d'octobre. Et c'est à cet électorat-là qu'il s'adresse en disant « moi je décide si je veux ou si je ne veux pas », au risque de déstabiliser et de provoquer des instabilités dans la région. Voilà, merci beaucoup Dorian Malevich pour votre intervention. Je vous laisse profiter de Paris. Monsieur Woo-tze Chien, merci beaucoup. Monsieur Woo-tze Chien, nous allons poursuivre avec l'édition du journal. On reste